Je me tenais devant le palais de justice, n'ayant que les vêtements que je portais et une enveloppe Kraft remplie de documents légaux attestant que j'avais officiellement tout perdu. Ma femme venait de partir avec notre hôtel particulier de 3,4 millions d'euros, la moitié de tout ce que je possédais, et un petit sourire suffisant, comme si elle venait de gagner une partie. Alors que nous franchissions les lourdes portes vitrées, elle s'est approchée. J'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de doux, peut-être quelque chose sur les années que nous avions passées ensemble, mais non. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Tu es pathétique ». Ce mot m'a frappé plus fort que tout ce que son avocat avait dit au tribunal. Elle est partie avec Marc, mon meilleur ami depuis mes 20 ans. Il n'a même pas regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai garé ma camionnette derrière une brasserie sur la Nationale 9, je me suis recroquevillé sur le siège conducteur et j'ai essayé de comprendre où j'avais fait fausse route. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Quelque chose m'a dit de répondre. Une voix calme à l'autre bout a dit « Monsieur Dubois, nous essayons de vous joindre depuis 15 ans. Nous sommes le groupe bancaire privé Galen à Zurich. Nous pensons que vous êtes l'héritier légitime d'un compte appartenant à Henri Dubois. » J'ai figé. Mon oncle Henri avait disparu il y a près de 20 ans. Puis la voix a lu un numéro de compte et a marqué une pause. Monsieur Dubois, le solde de ce compte est de 47 millions de dollars. Mon cœur battait encore lorsque l'homme a ajouté « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont cet argent est arrivé là. Je m'appelle Thomas Dubois, j'ai 51 ans et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir une vie stable. Je n'étais pas riche selon la plupart des critères, mais j'avais travaillé dur pour bâtir quelque chose de réel. J'ai passé 30 ans dans la construction, à manier un marteau, à poser des fondations de mes propres mains, à gagner chaque euro à la sueur de mon front et à force de coups. Je croyais en la loyauté, en la famille, en le fait de se lever tôt et de se coucher fatigué. Je pensais que c'était suffisant pour maintenir une vie ensemble. Céline et moi nous sommes rencontrés adolescents. J'avais 21 ans quand nous nous sommes mariés. Elle avait ce feu dans les yeux et une façon d'illuminer une pièce sans dire grand-chose. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement et profondément. Nous n'avions pas grand-chose à l'époque, juste un appartement d'une chambre près de Pithiviers, quelques meubles d'occasion et de grands rêves. Je prenais tous les petits boulots que je pouvais trouver, toiture, charpente, rénovation. Céline travaillait dans un restaurant le jour et étudiait les soins infirmiers la nuit. Nous formions une équipe ces premières années. Nous avons célébré notre première déclaration d'impôt comme si c'était un gain à la loterie. Nous avons bâti notre crédit, acheté une maison délabrée et y avons mis toutes nos économies pour la retaper. Je travaillais jusqu'à ce que mes doigts saignent, et elle m'apportait de la limonade et des demi-sandwichs, s'asseyant sur le porche et parlant de l'avenir. Je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Finalement, j'ai monté ma propre équipe. Le bouche à oreille a fonctionné. J'ai eu des chantiers plus importants, des offres plus élevées. Une année, j'ai décroché un contrat municipal qui a tout changé. Nous sommes passés de l'état où nous nous débrouillions à celui où nous avions réellement quelque chose. C'est à ce moment-là que je l'ai surprise avec le manoir. Ce n'était pas un palais clinquant recouvert de verre. C'était un domaine classique en briques avec du lierre grimpant sur les côtés et de grands arbres l'entourant comme une forteresse. Dans le Val d'Oise. Calme, paisible, 5 chambres, une cave à vin que nous n'avons jamais utilisée et un jardin. Céline disait qu'elle le remplirait de lavande mais ne l'a jamais fait. Il a coûté 3,4 millions d'euros. J'en ai payé la majeure partie en espèces et financé le reste. Je pensais lui offrir un rêve. Elle l'a appelé un vrai foyer, mais quelque chose a changé après cela. Céline a commencé à changer. Elle a rejoint un club de golf, puis un conseil d'administration caritatif. Ses cheveux étaient toujours coiffés. Elle a commencé à parler davantage de dégustation de vin et moins de dîner à la maison. J'ai mis ça sur le compte de l'évolution. Les gens changent. Je me suis dit que j'avais peut-être juste besoin de m'adapter. Pourtant, j'ai essayé de garder notre vie simple. Je passais les week-ends avec ma fille, Sophie. Elle a 23 ans maintenant, une fille brillante avec ma ténacité et l'esprit de sa mère. Nous regardions des films, promenions les chiens, pêchions depuis le ponton quand nous le pouvions.
Ma mère, Hélène, vit toujours dans la maison où j'ai grandi, juste à côté de Rambouillet. Chaque dimanche après la messe, je l'amenais au manoir pour le dîner, même si Céline n'était pas ravie. Puis il y a eu Marc. Il était plus qu'un simple ami. Nous avions tout traversé ensemble. Nous avions construit des terrasses, chassé le chevreuil, nous étions aidés à déménager des meubles et avions bu de la bière sous les étoiles. Lorsque mon père est décédé, Marc a été celui qui a tenu la main de ma mère aux funérailles quand je ne trouvais pas les mots. Je lui faisais plus confiance qu'à mon propre frère. J'aurais pris une balle pour lui. Je n'ai jamais vu ce qui se passait. Peut-être que je ne voulais pas le voir. Céline et Marc ont commencé à passer plus de temps ensemble, des événements caritatifs, des réunions de planification tard le soir. Elle disait que j'étais trop fatiguée, que je travaillais toujours. Je n'ai pas discuté. J'ai juste continué, pensant que si je travaillais plus dur, elle verrait à quel point je l'aimais encore. Mais la distance entre nous s'est creusée. Nous avons cessé de parler de choses réelles. Elle dormait dans la chambre d'amis plus souvent que non. Je restais éveillée à regarder le plafond, me demandant comment nous nous étions tellement éloignés de ces jours sur le porche à manger des sandwichs. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que mon oncle Henri m'avait dit quand j'avais 17 ans. C'était le bizarre de la famille. Il conduisait une Bentley, portait des boutons de manchette à Thanksgiving. Il m'a regardé dans les yeux un jour et m'a dit, « Thomas, ne pense jamais qu'un toit est synonyme de sécurité. Parfois, ça ne fait que t'empêcher de voir la vérité. » Je ne l'ai pas compris à l'époque. Je le comprends maintenant. Le véritable effondrement n'a pas été un moment. C'était une lente érosion. La confiance s'est érodée comme une pierre dans une rivière. J'espérais toujours qu'elle reviendrait, que nous trouverions un moyen de réparer les choses. Mais elle était déjà partie émotionnellement, mentalement, spirituellement. Il ne restait que la paperasse. Et même là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin qu'elle l'a fait. Je n'ai pas vu la tempête arriver avant qu'elle ne frappe de plein fouet. C'était un jeudi. Je m'en souviens clairement parce que je rentrais toujours tôt le jeudi. J'avais travaillé sur un chantier à Rennes, une grande extension de terrasse avec des planches de cèdre sur mesure. J'ai terminé tôt, je suis rentré directement à la maison, les bottes pleines de boue séchée, le dos endolori, prêt à surprendre Céline avec son cannoli préféré de ce restaurant italien qu'elle aimait à Versailles. J'avais cette idée stupide que nous pourrions peut-être nous asseoir dehors ensemble, parler comme avant, peut-être retrouver une petite étincelle à laquelle nous accrocher. Quand je suis entré dans l'allée, j'ai remarqué la camionnette de Marc garée près du garage. Rien d'étrange à cela. Il passait de temps en temps, m'aidait avec des réparations bizarres, parfois laissait du gibier après une partie de chasse. Mais quelque chose clochait. La maison était trop calme, l'air trop immobile. Je suis entré par l'arrière, j'ai traversé la cuisine, et j'ai entendu un son, un rire. C'était doux, étouffé, venant de l'étage. Son rire. Ce même rire qu'elle me donnait quand je la chatouillais derrière les genoux, celui qui faisait plisser ses yeux au coin. Mais ce n'était pas pour moi cette fois-ci. Je n'ai pas dévalé les escaliers. Je n'ai pas crié. Je ne voulais pas croire ce que mon instinct me criait déjà. Je suis monté lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand j'ai atteint la porte de la chambre, j'ai entendu la voix de Marc, puis la sienne à nouveau. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, ma femme, mon meilleur ami. Pas de honte, pas de panique. Juste le genre de silence qui suit lorsque deux personnes savent qu'elles ont été surprises mais ne se soucient pas suffisamment de l'expliquer. Marc s'est empressé de remettre sa chemise. Céline n'a pas bougé. Elle est restée assise au bord du lit et m'a regardé. Son visage n'a pas changé. Pas un scintillement de culpabilité. Elle a croisé les jambes, a arrangé ses cheveux et a dit de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, « Tu es en avance ». Marc a essayé de dire quelque chose. Je ne me souviens pas des mots, quelque chose de creux, quelque chose de faible. Je n'écoutais pas. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le mur. Je suis descendue au garage, je me suis assis sur une pile de contreplaqué et j'ai fixé le sol pendant ce qui m'a semblé être une heure. Tout ce qui s'était tramé ces dernières années a soudainement pris un sens.
Les soirées tardives, les faux sourires, la façon dont elle s'était éloignée de ma fille, de ma mère, de moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le cannoli est resté dans sa boîte sur le comptoir. Le lendemain matin, il était à la poubelle, et Céline avait déposé une demande de divorce. Il n'y a eu aucune dispute, aucune supplication, aucune feinte. Elle en avait fini, et elle voulait ce qu'elle pensait être le sien. La moitié, plus de la moitié, si elle pouvait l'obtenir. J'ai essayé d'être civile. Je lui ai dit que nous pouvions régler ça discrètement. Elle a ri et a dit, « Tu es le constructeur, pas le cerveau. Que le tribunal décide. » Elle a engagé l'un des avocats les plus chers du pays, un homme pointu et froid nommé Maître Dubois. Costume impeccable, dents blanches, des yeux de requin. Il a déchiré ma réputation au tribunal. A affirmé que j'étais instable émotionnellement. A dit que j'avais un tempérament. A tordu la vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à notre vie. Ils m'ont dépeint comme un bourreau de travail contrôlant qui négligeait sa femme. Ils ont sorti des messages textes de leur contexte, ont fait appel à 2 anciens sous-traitants qui m'avaient poursuivi pour un litige de paiement il y a des années. Ils ont même demandé mes relevés financiers d'une année difficile pendant la récession pour suggérer que j'avais caché des avoirs. J'étais assis là, mon costume trop serré autour du cou, à regarder ma vie se déchirer devant des étrangers. Céline n'a pas pleuré, pas une seule fois. Elle portait une robe noire, les cheveux relevés, les jambes croisées comme si elle assistait à un défilé de mode au lieu d'une audience. Quand Sophie a témoigné, essayant de parler pour moi, essayant de dire que sa mère avait changé, Céline ne l'a même pas regardée. Après 9 longs mois d'audience et de bataille juridique, le juge a rendu son verdict. Le manoir était à elle. La plupart de nos économies, à elle, le compte de retraite partagé. Mes outils, ma camionnette et le petit appartement sommaire que j'avais loué juste pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Voilà ce que j'ai obtenu. Je n'ai pas été surpris par la décision. J'ai été surpris par le vide que je ressentais quand elle est tombée. Pas en colère, pas triste, juste engourdi, comme si j'avais regardé l'histoire de quelqu'un d'autre se dérouler et que j'étais juste le gars en arrière-plan. Devant le palais de justice, je me tenais seule. Marc était introuvable. J'ai imaginé qu'il était déjà à l'intérieur du manoir, l'aidant à célébrer. Peut-être versait-il du champagne dans les verres en cristal que j'avais déballés le jour où nous avions emménagé. Céline est passée devant moi avec son avocat à ses côtés. Elle m'a regardé une seule fois. Pas d'émotion, pas d'hésitation. Elle s'est penchée et l'a murmuré, « Tu es pathétique. » Puis elle s'est retournée et est partie. Je ne l'ai pas poursuivie. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé au parking souterrain, je suis monté dans ma camionnette et je me suis assis au volant, mes mains tremblant encore. J'avais perdu ma femme, mon meilleur ami, ma maison et l'avenir que j'avais passé 30 ans à construire. Mais cette nuit-là, tout était sur le point de changer. Je ne pouvais pas affronter les murs blancs et l'air vicié de cet appartement loué. Au lieu de cela, j'ai roulé vers le nord. Je n'avais pas de plan, juste un besoin de m'éloigner de la ville, de tout ce qui me rappelait ce que j'avais perdu. Vers 22 heures, je me suis garé sur le parking d'une brasserie sur la Nationale 9, j'ai coupé le moteur et j'ai posé ma tête en arrière. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Ma première pensée a été que ce pourrait être le tribunal, ou peut-être Céline qui appelait pour se vanter de ce qu'elle m'avait pris. J'ai failli raccrocher. Un homme avec un accent européen calme a demandé, « Est-ce monsieur Thomas Dubois ?» J'ai hésité, « Qui demande ?» C'est Simon Keller du groupe bancaire privé Galen, Zurich. Nous essayons de vous joindre depuis plusieurs années. Êtes-vous le neveu de Henri Dubois ? Mon oncle Henri ne m'avait pas traversé l'esprit depuis longtemps. Il avait été le frère aîné de mon père, l'original dans une famille de charpentiers et d'agriculteurs. Il portait des costumes coûteux, fumait des cigares cubains et avait cette aura de savoir quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. Il venait tous les quelques années, me donnait de nouveaux billets de 100 € pour mon anniversaire, puis disparaissait de nouveau. On ne l'avait plus vu depuis mes 20 ans. La rumeur disait qu'il avait déménagé en Europe, fait fortune, puis s'était évanoui dans la nature. Je me suis éclairci la gorge. Oui,
Henri était mon oncle. Pourquoi? L'homme a continué. Monsieur Dubois, vous êtes le seul bénéficiaire désigné d'un compte dormant. Nous sommes tenus de vous contacter avant sa liquidation automatique. Le compte n'a pas été touché depuis 15 ans. Votre oncle a donné des instructions spécifiques pour ne libérer les fonds qu'après qu'une certaine condition légale ait été remplie. Quelles conditions? Nous devions attendre que vous ne soyez plus légalement liés par un acte de mariage. Les mots ont frappé comme une rafale d'air froid. Je me suis redressée. De quel genre de fonds parlons-nous? Il y a eu une pause. Le compte contient 47 894 21,77 francs suisses selon le relevé de ce soir. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai regardé le tableau de bord comme si les chiffres pouvaient y apparaître pour confirmer ce que j'avais entendu. L'homme a demandé si j'étais toujours en ligne. J'ai dit « oui », à peine. Il a expliqué que mon oncle avait transféré une série d'investissements non déclarés, y compris des capitaux privés et des obligations bancaires d'anciens marchés, sur ce compte pendant une dizaine d'années avant de disparaître du monde financier. L'argent avait lentement et constamment fructifié, attendant dans un coffre-fort protégé par le silence et des protections juridiques. J'ai demandé pourquoi je n'avais pas été contacté plus tôt. Votre oncle était méticuleux. Il ne faisait pas confiance à votre conjoint. Ces mots, pas les miens. Il nous a demandé d'attendre que votre statut matrimonial change. Il a dit, et je cite, « Thomas doit être libre avant de se souvenir de qui il est ». La phrase m'a sidérée. Je me suis souvenu que Henri avait dit quelque chose de similaire quand j'étais adolescent, à l'époque où je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme flamboyant avec trop de secrets. Il m'avait emmené pêcher une fois quand j'avais 16 ans, et je me souviens qu'il avait dit, « L'argent n'est qu'un miroir, mon garçon. Il te montrera de quoi tu es fait. Assure-toi de savoir qui tu es quand tu verras le reflet. » Je n'ai jamais oublié ça, même quand je ne le comprenais pas. Le banquier a poursuivi, « Nous exigeons votre présence physique à Zurich pour effectuer l'identification finale et la paperasse. Nous couvrirons tous les frais de voyage et d'hébergement. Les fonds peuvent être transférés où vous le désignez. » Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il a compris et m'a donné un numéro de contact direct. Après l'appel, je suis resté assis dans l'habitacle sombre de ma camionnette, serrant le volant comme si c'était la seule chose solide dans ma vie. J'ai levé les yeux vers les étoiles à travers le pare-brise. Quelque part là-haut, toute ma réalité venait de basculer. Mais je ne me sentais pas puissant. Je me sentais petit, confus, pris entre deux vies. J'ai appelé ma mère le lendemain matin et je lui ai tout raconté. Elle n'a pas réagi avec excitation ou incrédulité. Elle a juste dit, « Cet homme en savait toujours plus qu'il ne le laissait paraître. Peut-être que maintenant tu peux enfin respirer. » Sophie a été la prochaine personne que j'ai appelée. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, « Papa, tu le mérites, mais ne laisse pas ça te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. » J'ai réservé un vol pour Zurich cet après-midi-là. Aucune hésitation. J'ai emballé un sac de voyage avec 2 jeans, 3 chemises, un portefeuille en cuir usé et la montre que mon père m'avait donnée quand j'ai eu mon bac. J'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai pas dit à Céline. Elle ne méritait pas de savoir. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'un tribunal. Ce dont j'avais besoin, c'était de découvrir ce que mon oncle m'avait laissé. Pas seulement l'argent, mais la raison. Parce que quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une question d'euros sur un compte bancaire. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. L'avion a atterri à Zurich un lundi matin gris. La ville ressemblait à une carte postale. Des rues propres, de vieux bâtiments en pierre, des costumes impeccables partout. Je n'avais pas voyagé hors du pays depuis ma lune de miel au Portugal. Et maintenant, je me retrouvais à traverser un aéroport suisse avec une invitation bancaire glissée dans ma poche de manteau. Un chauffeur m'a accueilli aux arrivées. Mercedes noir. Il tenait un panneau avec mon nom et m'a salué d'une poignée de main ferme et d'un hochement de tête poli. Pas de blabla. Il a traversé le cœur de la ville et a remonté une colline surplombant le lac de Zurich. La voiture s'est arrêtée devant un bâtiment en pierre avec de hautes grilles en fer et des lettres dorées gravées dans l'arche.
Galen Private Banking Group. À l'intérieur, tout sentait le cuir et le poli frais. J'ai été escorté le long d'un long couloir jusqu'à un bureau privé qui ressemblait plus à une bibliothèque. Des bibliothèques en acajou, un globe terrestre massif et une vue sur le lac qui pouvait apaiser votre âme. Un homme d'une 60aine d'années s'est avancé avec un sourire chaleureux et s'est présenté comme Simon Keller, le même homme au téléphone. Monsieur Dubois, bienvenue. Nous vous attendions depuis longtemps. Il m'a versé du café, m'a tendu un épais dossier et a commencé à tout expliquer. Mon oncle Henri n'avait pas seulement disparu. Il s'était intentionnellement retiré du système financier américain. Il avait pris ses investissements, vendu ses propriétés et transféré son capital dans une fiducie protégée par plusieurs juridictions étrangères. Il avait utilisé des sociétés écrans, d'anciens canaux financiers et des codes bancaires confidentiels. Ce n'était pas illégal, mais c'était extrêmement privé. Le dossier contenait des lettres, de vraies lettres manuscrites de Henri qui m'étaient adressées, gardées sous clé jusqu'à ce que mon divorce soit prononcé. Dans la première lettre, il écrivait « Thomas, je sais que cela n'aura pas de sens tout de suite. Mais je t'ai observé de loin. J'ai vu à quel point tu travaillais dur. J'ai vu le genre d'homme que tu es devenu. J'ai toujours voulu te laisser quelque chose. Pas seulement de l'argent, mais la liberté. Je ne pouvais pas te la donner tant que tu étais marié à cette femme. Je suis désolé, mais je ne lui ai jamais fait confiance. J'ai vu clair en elle bien avant toi. » Une autre lettre contenait une entrée de journal datant de plusieurs années auparavant, quand j'étais juste un enfant. Thomas construit avec ses mains. Il pense avec son cœur. Il sera un homme meilleur que moi. J'ai dû arrêter de lire. Mes yeux se sont embués. Pendant des années, j'avais pensé que Henri nous avait oubliés. Il s'avère qu'il préparait quelque chose tout ce temps, quelque chose pour moi. Simon a fait glisser un document sur la table. Il autorisait la libération complète des fonds sur n'importe quel compte que je désignerais. Il a expliqué les actifs totaux, y compris les actions, les avoirs en or et une villa privée dans le sud de la France qui était techniquement aussi à moi. Mes mains tremblaient en signant. Juste comme ça, ma vie a changé à nouveau. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de ce qui allait suivre. Le vol de retour était différent. Je n'étais plus le même homme qui était parti. L'amertume du divorce n'avait pas disparu, mais quelque chose avait changé en moi. Je me sentais à nouveau enraciné. Non pas parce que j'avais des millions, mais parce que j'avais enfin compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais juste été mis à nu pour révéler qui j'étais vraiment. Le premier appel que j'ai passé en atterrissant a été à Sophie. Je lui ai tout raconté. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement dit « Cela signifie-t-il que tu rentres à la maison ?» Je lui ai dit oui. Mais la maison ne serait pas cet appartement vide, et ce ne serait certainement pas l'hôtel particulier où mon ex-femme vivait maintenant avec mon ex-meilleur ami. J'ai acheté un pavillon de plain-pied en banlieue de Paris. Il avait un grand terrain, une véranda et suffisamment d'espace pour que Sophie puisse venir quand elle le souhaitait. Je l'ai rénové moi-même, j'ai installé les fenêtres, posé le parquet, construit la terrasse. Chaque clou a été posé avec détermination. Une semaine plus tard, Céline l'a découvert. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Thomas, a-t-elle dit, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. J'ai fait une erreur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais en colère et confuse. Nous pourrions réessayer. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai répondu, tu ne m'as pas aimé quand j'avais tout. Tu as aimé ce que je te donnais. Maintenant, tu veux revenir parce que je vaux plus sur le papier. Je ne suis pas le même homme que tu as quitté. Elle a commencé à pleurer. J'ai attendu. Puis j'ai dit, je te pardonne, Céline, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit devant ce tribunal, et je ne serai plus jamais à toi. J'ai raccroché. Marc a aussi essayé d'appeler. Il a laissé un message. Thomas, d'homme à homme. J'ai foiré. Les choses se sont compliquées. J'aurais dû être honnête. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Je n'avais pas besoin d'excuses.
Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de paix. Et je l'ai trouvée. Le dernier cadeau que mon oncle m'a laissé n'était pas en francs suisses ou en titre de propriété. C'était la vérité. Il a vu ce que je ne pouvais pas voir. Il m'a donné les moyens de me reconstruire. Non seulement une maison ou un compte bancaire, mais une vie qui était à nouveau la mienne. Et cette fois, je n'en perdrai pas un seul instant. Je me lève la plupart des matins avant le soleil, comme je l'ai toujours fait. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais maintenant, au lieu de me précipiter dehors en bottes de travail avec un thermos de café noir, je m'assois sur le porche de ma nouvelle maison et j'écoute le silence. La maison n'a rien de flashy. C'est un pavillon de plain-pied avec une longue allée de gravier, un vieux chêne devant et une balançoire grinçante que j'ai construite de mes propres mains. Je n'ai pas besoin de sol en marbre ou de lustre à millions d'euros. J'ai juste besoin d'honnêteté, de paix et du genre de silence qui vient sans culpabilité ni honte. Sophie vient souvent. Elle apporte sa guitare, s'assied sur le bord du porche et gratte pendant que je fais griller des steaks ou que je sirote simplement un café. Elle me parle de sa vie, de ses objectifs, de ses idées pour ouvrir un petit café. Je lui ai proposé l'argent pour le démarrer, mais elle a demandé à le gagner elle-même. C'est comme ça que je sais qu'elle réussira. Elle a du feu, mais c'est constant. Je vois le meilleur de ses deux parents en elle. Mon courage et la concentration de sa mère. J'espère juste qu'elle apprendra à aimer mieux que nous ne l'avons fait. Ma mère, Hélène, vit toujours dans la maison où j'ai grandi. Elle refuse de déménager, même si je lui ai proposé de lui acheter un nouvel endroit. Elle dit, « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Je comprends maintenant. Il n'est pas toujours nécessaire de se moderniser pour avancer. Parfois, rester immobile au bon endroit est suffisant. Céline n'a plus jamais appelé. Marc n'est plus jamais venu frapper à ma porte. La vie qu'ils ont choisie est la leur. Je ne leur souhaite pas de douleur, mais je ne porte plus aucune partie de leur histoire sur mon dos. J'ai passé les derniers mois à apprendre à apprécier l'immobilité. J'ai acheté un chien, un croisé-berger nommé Boone. Il me suit partout. J'ai rejoint un groupe de vétérans local même si je n'ai jamais servi, juste pour faire du bénévolat et donner un coup de main. Je trouve la paix en construisant des choses pour les gens qui en ont besoin. Des rampes, des terrasses, des bancs pour les parcs. Cela me rappelle que le travail de vos mains compte toujours, peu importe le montant de votre compte bancaire. J'ai aussi pris une décision. J'ai pris une partie de l'argent et j'ai créé une fondation, la Bourse du Bois, pour aider les pères célibataires qui se reconstruisent après un divorce. Je me souviens de ces nuits passées à dormir dans ma camionnette, ne sachant pas où aller, me sentant exclu du monde. Aucun homme ne devrait jamais se sentir seul comme ça. Si je peux aider ne serait-ce qu'un d'entre eux à se remettre sur pied, alors peut-être que tout cela, tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai gagné, signifiera quelque chose de plus. La plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante, votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous perdez ou ce que vous possédez. Elle est mesurée par ce que vous pouvez reconstruire lorsque tout vous est enlevé. L'argent ne m'a pas réparé. Il n'a pas guéri la trahison ni effacé la douleur. Mais il m'a donné une seconde chance. Et je l'ai utilisée pour redevenir l'homme que j'étais avant que la vie ne m'épuise. Alors, si vous regardez ceci et que vous avez été brisé, si quelqu'un vous a quitté ou vous a pris tout ce qui, selon vous, faisait de vous ce que vous êtes, je veux que vous sachiez ceci, il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être enlevé. Cette partie de vous est toujours là. Il suffit de creuser assez profondément pour la trouver. Et quand vous le ferez, protégez-la. Construisez autour d'elle. Laissez-la vous guider vers votre foyer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cette histoire a eu un sens pour vous, si elle vous a ému ou vous a fait réfléchir à votre propre vie, je vous demande de faire 3 choses simples. Aimez la vidéo. Cela aide plus de gens à la voir. Commentez ci-dessous. Racontez-moi votre histoire. Ou dites simplement quelle partie vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a plus à venir et vous ne voudrez pas manquer la suite. Ce n'est pas la fin de mon